La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. C'est un podcast natif qui vous permet de découvrir des personnes passionnantes et passionnées. Le comble de l'optimisme, c'est de rentrer dans un grand restaurant et compter sur la perle qu'on trouvera dans une huître pour payer la note. Citation de Tristan Bernard, écrivain français. Alors pourquoi je vous ai choisi cette citation ? Eh bien parce que l'acteur du podcast d'aujourd'hui s'appelle Rudy Van Lancker. Il va nous parler du centenaire d'un restaurant bruxellois aux Armes de Bruxelles. En effet, c'est en 1921 que Calixte Veulemans ouvrait à 2 pas de la Grand Place et en plein cœur de l'îlot sacré, le restaurant aux Armes de Bruxelles. Il faut savoir que c'est là d'ailleurs que les moules furent servis pour la première fois en casserole. Revenons à Rudy Van Lancker, qui est quelqu'un qui connaît bien le milieu de la restauration à Bruxelles, puisqu'il a travaillé en fait durant de très nombreuses années juste en face du restaurant aux Armes de Bruxelles, le restaurant Chez Léon. Et je lui ai demandé s'il avait eu le plaisir de rencontrer celui qui a fondé donc aux Armes de Bruxelles, Calixte Veulemans. Voici ce qu'il m'a répondu. Ben non, Calixte Veulemans lui-même, je ne l'ai pas rencontré, c'est un ami de mes parents, mais j'ai effectivement connu et vécu à côté de ses enfants, dont principalement Jacques et Calixte fils, qui travaillent aux Armes de Bruxelles pendant bon nombre d'années. Est-ce qu'il y a une sorte de différence à la fois de mentalité et de façon de faire entre ceux qui tenaient des restaurants en 1920-1921 et ceux qui sont aujourd'hui les gérants de restaurants ou des cuisiniers ou des cuistots aujourd'hui au XXIe siècle ? Ben je ne sais pas, j'étais pas là en 1921. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a des restaurants il y a des gros restaurants, des petits restaurants. Un restaurant n'est pas l'autre. Aux Armes de Bruxelles et chez Léon, c'est plus, il faut, en plus d'être restaurateur, il faut être gestionnaire. Voilà, c'est ça qui complique un petit peu les choses. Ce métier, comment est-ce que vous l'avez démarré ? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez eu envie de travailler dans la restauration, dans les restaurants ? Ah ben aussi loin que je me rappelle, j'étais tout petit, j'avais pas vraiment envie de travailler dans la restauration, mais j'avais envie de reprendre l'entreprise familiale, qui était Léon, et qui était dans la famille depuis à l'époque 4 générations. Et donc, très naturellement, j'étais à l'école hôtelière, mais j'avais envie de reprendre l'entreprise familiale. Et il se trouve que c'était un restaurant. Ça aurait été, si mon père avait été médecin, j'aurais une clinique ou marchand de chaussures, j'aurais été Brantano. Mais il se trouvait que c'était un restaurant. Donc, je me suis retrouvé restaurateur un petit peu par accident. J'ai fait l'école hôtelière, et puis après, je suis arrivé chez Léon, où j'ai travaillé pendant plus de 15 ans, en salle, en cuisine, et puis après, je me suis plus attaché à la gestion. Pourquoi la gestion et pas la cuisine, par exemple ? Pourquoi vous n'êtes pas devenu chef ? Mais parce que je suis pas chef dans l'âme, je fais tout à fait correctement à manger, mais je sais pas, c'est pas mon métier de base. Mon métier, c'est Léon et encore Léon, et gérer des Léons. En dehors de Léon, je connais pas grand chose, mais Léon, je connais, c'est moi qui l'ai fait de A à Z, et donc je voulais développer Léon en Belgique, à l'international. Et puis, j'ai pas une âme de cuisinier, je suis restaurateur, encore une fois, comme je vous l'ai dit, parce que par accident. Et dans ce métier que vous faites, qu'est-ce qui vous passionne ? Mais le fait de gérer, c'est encore une fois, je me répète, mais ce qui me passionne, c'est pas dans le métier que je fais, ce qui me passionne, c'est de gérer une entreprise familiale. Dont je suis la 5e génération, et puis il y aura une 6e génération derrière, et j'espère une 7e. Je ne sais pas de quoi demain est fait, mais c'est cette filiation, cette transmission d'un certain savoir, ce qui devient quand même rare de nos jours, parce qu'il y a pas mal, je ne vais pas vous en citer, mais vous les connaissez aussi bien que moi, il y a pas mal d'entreprises belges qui, à un moment donné, ne sont plus belges parce qu'il y a des soucis de succession. Et donc, pour moi, la succession est quelque chose de capital pour assurer la pérennité de l'entreprise. L'important, c'est de durer. Pour faire le métier que vous faites, et vous dites que votre fils va vous succéder, est-ce qu'il faut absolument passer par une école hôtelière ? Ou une école comme le CERIA à Bruxelles, par exemple ? Que ce soit le CERIA ou Namur ou toutes les autres. Il y a Liège aussi, il y a Coxide au niveau néerlandophone. Je pense que c'est quand même bien de savoir de quoi on parle. Si on veut gérer un restaurant, à la base, il faut quand même savoir de quoi on parle. Alors, est-ce qu'il faut savoir monter une béarnaise ? Ça, j'en sais rien. Encore une fois, Léon ou les Armes ne sont plus des restaurants traditionnels. Ce sont les 2 plus gros restaurants de Belgique.
Donc, encore une fois, ça nécessite beaucoup de gestion, mais on a besoin, en dessous, d'avoir des gens de métier. On a besoin d'avoir des vrais chefs de cuisine, des vrais maîtres d'hôtel, des vrais barman qui connaissent, eux, leur métier sur le bout des doigts. Nous, en tant que propriétaires, en tant que gestionnaires, on a besoin de savoir de quoi on parle, mais je n'aurai jamais le savoir-faire de mon chef de cuisine des Armes de Bruxelles, ou j'aurai jamais le savoir-faire de mon maître d'hôtel ici chez Léon. Mais je dois savoir de quoi je parle. Donc il faut absolument passer par un cursus universitaire alors pour faire ce qu'on fait. On ne peut pas être autodidacte par exemple. Si, bien sûr, on peut être autodidacte, mais encore une fois, là, vous poussez à l'extrême, le cursus universitaire n'est pas nécessaire. En fait, si vous voulez, dans le métier de l'ORECA, il y a, comme vous avez dit, il y a Seria, il y a Namur et autres, et entre guillemets, le cursus universitaire serait d'aller en Suisse dans une école comme Lausanne et des choses comme ça. Mais ces écoles-là sont destinées à des gens qui veulent faire carrière internationale dans des grandes chaînes d'hôtels et des choses comme ça, et prendre du galon dans des grandes chaînes d'hôtels. Encore une fois, bien sûr, on peut être autodidacte. Et si quelqu'un est vraiment passionné par la cuisine et qu'il a grandi au milieu des casseroles avec sa mère ou sa grand-mère qui lui ont appris à faire la cuisine, ben oui, évidemment, il peut ouvrir un restaurant et ça peut être très agréable, très bon. Mais ce ne sera pas la même chose, ce sera un autre type de restauration. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de reprendre donc ce restaurant Les Armes de Bruxelles et pas un autre restaurant ? Oh, mais pour tout un tas de raisons. D'abord parce que c'était juste en face, et c'est dans le quartier de l'Île-Sacrée, quartier que je connais très très bien pour y être né il y a maintenant 65 ans. C'est un concours de circonstances. Pour moi, c'est une affaire emblématique. Il n'y en a pas 10 des affaires comme ça en Belgique. Il y en a peut-être, en tout cas à Bruxelles, j'en vois 2 ou 3. Et puis je vous ai dit, c'est un concours de circonstances, un alignement de planètes qui a fait que je pouvais reprendre les Armes de Bruxelles et c'était très complémentaire au restaurant Léon parce que ma clientèle de base de Léon ne va pas aux Armes parce que c'est trop cher. Et vice-versa, la clientèle des Armes de Bruxelles ne vient pas chez Léon parce qu'il y a trop de bruit, c'est des touristes, c'est des moules. Et donc, je suis arrivé à garder 2 cuisines, 2 ambiances totalement différentes. Même au niveau des recettes de cuisine, des choses comme ça. On a des chefs séparés, on a des recettes de cuisine séparées. Et j'ai voulu garder vraiment deux entités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Aux Armes de Bruxelles, donc c'est un restaurant qui a été créé en 1921. Est-ce qu'il y a, si on regarde le menu, des recettes qui n'ont pas changé, qui se cuisinent toujours de la même façon, c'est-à-dire qui ont été inventées, peut-être, voire créées par le fondateur ? Oui, mais encore une fois, là, on peut faire un lien avec les Armes de Bruxelles et Léon. Les Armes de Bruxelles, on fête le centenaire cette année. Léon, ça fait 128 ans. Mais il y a des recettes, pour revenir des Armes, que ce soit la salade Volmans, les croquettes crevettes, les crêpes, les crêpes flambées, tout ça sont des recettes qui existent depuis les anguilles au vert, les carbonates à la Leifmans. Tout ça sont des recettes qui existent depuis la nuit des temps. On va pas changer quelque chose qui marche. Donc on va pas réinventer la roue. C'est l'erreur qu'a commis à un moment donné les gens qui ont racheté les Armes de Bruxelles à la famille Volmans en 2006. C'est qu'ils ont voulu complètement transformer l'ADN même des Armes de Bruxelles, alors qu'il fallait juste la reprendre et je dirais la valoriser. C'est ce que j'ai fait. Je suis revenu aux racines. On a tout refait à l'identique, au propre comme au figuré, que ce soit les boiseries, mais aussi la carte menu, la tenue des chefs de rang. On est revenu aux vestes blanches avec les épaulettes comme dans les années 60. Et justement, la famille du fondateur, est-ce qu'il y en a qui travaillent pour vous ou bien ils ont totalement arrêté le travail dans la restauration ? Non, ils ont totalement arrêté. Ils ont totalement arrêté la restauration. Ils sont passés à autre chose. Et non, ils ne travaillent pas pour moi. Quand on décide de reprendre un restaurant donc comme les Armes de Bruxelles, le casting est important. Comment vous avez sélectionné le personnel ? Je n'ai pas vraiment sélectionné le personnel. J'ai toujours entretenu d'excellentes relations avec les syndicats. Comme je dis souvent, Léon et les Armes sont les deux seuls restaurants où il y a vraiment un conseil d'entreprise. Il y a certains restaurants où il y a des conseils des comités de sécurité et d'hygiène, mais des conseils d'entreprise, il n'y en a que 2. Et donc, je n'ai pas sélectionné le personnel. Je me suis engagé, contrairement aux 8 autres candidats repreneurs suite à la faillite des Armes de Bruxelles, je me suis engagé à reprendre la totalité du personnel. Donc, j'ai repris les 44 ou 45 membres de personnel avec leur ancienneté. Parce que je me suis dit que pour moi, c'est le personnel qui fait une maison.
C'est pas la maison qui fait le personnel. Je pense que le personnel que j'ai repris aux armes dans la grosse majorité, j'ai eu des petits problèmes avec les uns ou les autres et j'ai été obligé de m'en séparer, mais la grosse majorité, ça fait l'âme. Le personnel, ça, vous savez, chez Léon, il y a des gens qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est une richesse extraordinaire. Bien souvent, on passe à côté de ça, mais c'est aussi important que la situation géographique, que la clientèle en elle-même. Quand vous êtes accueilli correctement par du personnel qui a la banane et qui se dit mais c'est une affaire, c'est une entreprise familiale dans laquelle je me sens bien, où je ne suis pas traité comme un chien, où je ne risque pas de me faire virer du jour au lendemain. Donc le casting, il se fait tout seul. On voit très vite, il faut quelques mois pour se rendre compte si ça va aller ou si ça va pas aller. Et on a un taux il y a quasiment pas de renouvellement chez Léon. Oui, en saison, on prend certains apprentis, des choses comme ça, on prend des saisonniers, mais sur les 120 membres de personnel qu'il y a chez Léon et les 60 membres de personnel qu'il y a aux Armes de Bruxelles, je dirais que 80 à 85%, il y a un noyau de base qui ne bouge pas. Ça a été à la sortie du Covid, ça a été aussi un enseignement pour moi, parce que j'ai beaucoup de collègues restaurateurs, encore une fois, on ne va pas les nommer, qui ont eu des soucis à la réouverture de retrouver leurs membres de personnel, parce que beaucoup avaient changé de métier. Ils s'étaient rendus compte que dans le fond, c'était pas si mal d'être de temps en temps le soir à la maison ou les week-ends. Donc ils ont été obligés de réorienter leur vie. Parce que les restaurants étaient fermés, donc ils ont dû faire autre chose, ils ont changé de métier. Et aujourd'hui, il y a réellement une pénurie dans l'Horeca. À Bruxelles, il y a une pénurie de personnes, que ce soit en cuisine, que ce soit en salle, que ce soit à tous les niveaux. Moi, ce problème-là, je ne l'ai pas. J'ai récupéré la totalité de mon personnel. On parlait de transmission, on vous entend parler, hein, vous êtes un chef d'entreprise avec un côté très social. C'est quelque chose qui se transmet de père en fils, ce côté très social, ou bien c'est vous qui l'avez acquis, avec votre expérience de vie? Je ne sais pas si ça se transmet, hein. C'est un petit peu, je pense que ça doit être dans les gènes. Mon père était à sa manière, il était très social aussi, mon grand-père aussi. Maintenant, est-ce que mon fils l'est? Oui, je crois. Parce que c'est des choses qui ont fait leur preuve. Encore une fois, comme je vous ai dit, traiter le personnel correctement, pour moi, c'est vraiment fondamental. Il y a pas de réussite durable. Vous savez, je vais citer Richard Branson à un moment donné. On a souvent dit que Ford, le marchand de voitures, disait la personne la plus importante dans mon entreprise, c'est le client, parce que c'est lui qui paye. C'est pas vrai. Je suis désolé, hein, je veux pas le mettre en porte-à-faux, mais c'est pas vrai, parce que pour moi, la personne la plus importante, c'est mon personnel, parce que si mon personnel est bien, mon client sera bien, automatiquement. Tandis que si les clients sont bien, mais que le personnel fait la gueule parce qu'ils ne sont pas payés, parce qu'ils travaillent 10 heures par jour ou sont maltraités, ça ne marchera pas. Donc pour moi, la personne la plus importante dans mon entreprise, c'est mon personnel. Et je leur dois le respect. Et je pense que ça se sent. Et chez Léon, on ne fait pas, à quelques rares exceptions près, on fait pas plus de 8 heures par jour. Ils ont des primes de fin d'année, des congés payés, ils sont respectés en tant que tels. Et je pense que c'est comme ça qu'on a construit quelque chose de vraiment solide. Si j'avais pas eu cette confiance du personnel et ce soutien des syndicats pendant la période Covid, aujourd'hui, je n'existerais plus. Alors il fallait la confiance aussi des banquiers. Il fallait aussi la confiance des clients, des fournisseurs, mais il fallait aussi la confiance du personnel. Parce que, on a beau dire, oui, mais le personnel, vous savez, il n'a pas été tellement impacté parce que chômage économique. Oui, d'accord, mais chômage économique, moi j'ai 120 membres de personnel ici, ils ont touché que 70% de leur salaire pendant 1 an et demi. Donc, il faut arrêter de dire que, l'État a fait ce qu'il pouvait, je ne discute pas, mais le chômage économique, ils n'ont touché que 70% de leur salaire. Si vous, du jour au lendemain, on vous dit, à dater de demain, pas dans un mois, on ne vous laisse pas le temps de vous retourner, à partir de demain, votre salaire est amputé de 30%, voilà, mon personnel l'a vécu, ça. Et ça, je dois en être conscient. Moi aussi, vous allez me dire, mais eux aussi. Donc, ils auraient pu se rebeller, ils auraient pu faire des actions ou ceci, cela, et des piquets de grève et des machins et des bazars, mais rien n'y aurait fait. Et au contraire, je me suis senti soutenu.
ils sont tenus à du 1000%. Hein. 2 mots peut-être sur votre chef, Cédric Calenard. Oui. Cédric en fait, il a fait l'école hôtelière aussi, il est plus jeune que moi, mais on a eu les mêmes profs. Donc il a eu un parcours très bruxellois. Je l'adore, c'est pas compliqué, je l'adore. Je pense que je peux aller dire que j'aurais pas repris les Armes de Bruxelles si je l'avais pas rencontré avant chez Léon. Et c'est vraiment quand il m'a dit qu'il montait dans le bateau avec moi, le lendemain j'ai signé pour les Armes de Bruxelles parce que il fait partie vraiment d'un des piliers fondamentaux des Armes de Bruxelles. C'est un vrai chef de cuisine, mais il est très bruxellois. Il est arrivé à me refaire cette cuisine roborative, mais bruxelloise. Encore une fois, le but n'est pas d'avoir une étoile au Michelin. Si on nous la donne, on la prend, c'est évident. Mais le but, c'est de faire une cuisine bourgeoise, bruxelloise. Ça, c'est le but. Et je suis vraiment tombé sur la perle rare. Dans un restaurant comme aux Armes de Bruxelles, qui crée le menu? Est-ce que c'est uniquement le chef ou bien est-ce que vous vous voyez dans un meeting et vous vous dites, voilà, on va proposer ce mois-ci tel plat à la clientèle? Non, il y a une ligne de conduite. Il y a une ligne de conduite qui est la carte de base, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui existe depuis la nuit des temps. Et puis en dehors de ça, le chef fait ce qu'il veut. Mais c'est pas de la cuisine moléculaire, c'est pas de la cuisine recherchée, c'est pas pour ça. Il y a plein d'autres restaurants qui font ça très bien. Mais pour moi, le chef a toute autonomie à faire ce qu'il veut dans sa cuisine. C'est le chef. Donc je vais pas moi aller lui expliquer comment il faut gérer sa cuisine. On va en revenir au personnel. Dans les médias, on voit parfois des reportages dans les cuisines et c'est parfois chaud l'ambiance. Les gens se crient dessus, les gens, je vais pas dire qu'ils se tapent dessus, mais c'est parfois un peu violent. Est-ce que les médias donnent une image réaliste de la vie en cuisine? Est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Ou bien c'est un peu, on fait le show en fait pour les médias parce que la vérité est tout à fait différente? Non, je crois que c'est pire dans la réalité. Mais je crois qu'on apprend ça à l'école. Et je crois que déjà à l'école hôtelière, j'avais 14 ans et ça faisait quasiment partie des cours que la cuisine devait être en guerre contre la salle, par exemple. Et que ce sont deux mondes complètement différents. Alors les chefs de cuisine ont parfois la réputation d'avoir des grandes gueules, ce qui est le cas aux Armes de Bruxelles. Mais c'est vrai qu'il y a des moments de coup de feu à un moment donné, et quand il y a un maître d'hôtel d'un côté qui défend sa salle et un chef de cuisine de l'autre côté qui défend la cuisine, ça crée des tensions. Il y a un film extraordinaire qui s'appelle Garçon avec Yves Montand, et je ne sais pas, c'est un film qui doit dater des années 70, avec Jacques Villeray. Et ce film retrace vraiment, c'est vraiment les coulisses d'une brasserie parisienne, là pour le coup, mais je vis ça aux Armes de Bruxelles et chez Léon. La seule chose, c'est que le soufflet retombe, c'est le cas de le dire, on est en cuisine, mais le soufflet retombe aussi vite qu'il ne monte. Voilà, on a des réunions avant le service, après le service, on a ce qu'on appelle des conseils des ministres. Le conseil des ministres, c'est des réunions une fois par semaine avec l'ensemble des responsables des services. Et à midi, tout va bien, à midi et demi, tout va bien, à 1h15, à un moment donné, il y a un steak qui devait partir saignant, et puis il est parti trop cuit, et puis le client n'est pas content, le maître d'hôtel se fait engueuler, il vient râler en cuisine, et puis le chef lui dit « c'est pas de ma faute, c'est ta faute parce que tu as oublié », et puis c'est parti, quoi, ça part en sucette. Et puis après ça, à 2h30, ils prennent un café ensemble, et c'est même pas qu'ils s'expliquent, non, c'est même sorti, on n'en parle plus, ça fait partie, le coup de feu fait partie c'est un des rares métiers où il y a ce genre de, c'est très concis dans le temps, hein, sur le service du midi, c'est entre midi et demi et 1h30, parce qu'avant tout va bien et après tout va bien, mais à un moment donné il y a un afflux de clientèle, le soir à 8h par exemple, parce que tout le monde mange à la même heure. Alors il y en a qui viennent beaucoup plus tôt, il y en a qui viennent après spectacle, mais le gros de la clientèle est là vers 8h, donc en une fois, dans un restaurant comme les Armes de Bruxelles, en une fois, vous avez 150 ou 160 couverts qui débarquent en même temps. Et chez Léon, 300 qui débarquent en même temps, dans le même quart d'heure. Donc, c'est parfois un peu chaud, oui. Au menu, dites-nous un petit peu, qu'est-ce qu'il y a de bon à manger aux Armes de Bruxelles? On a remis d'ailleurs, ça vous arrive aujourd'hui et hier, on a remis l'ancienne carte. Il y avait, parce qu'avec Covid oblige, on avait fait une carte éphémère, donc on a remis les anciennes cartes. Donc il y a tous les grands, c'est une carte assez vaste, hein. Il y a tous les grands classiques de la cuisine bruxelloise, les croquettes crevettes, évidemment, les anguilles au vert, les carbonades,
Alors, c'est plus un restaurant de... Il y a de tout. Il y a des viandes, il y a tout ce qu'on veut, mais c'est plus un restaurant de poisson. À la base, c'est quand même plus un restaurant de poisson. Mais il y a aussi pas mal de viande, il y a des moules aussi, évidemment. Il y a la salade Veulmans, il y a des produits un petit peu plus particuliers, comme la cervelle, comme... voilà. Donc, il y en a pour tous les goûts. Vous dites que c'est plus cher que chez Léon, ça veut dire, parce que j'ai regardé le menu, c'est le homard le plus cher à 70 euros. Si on vient manger seul, on s'en sort à quel prix? Un plat, entrée, dessert, sans faire de grandes choses. Hein. C'est pas, paradoxalement, encore une fois, on a la même, ça va faire hurler certaines personnes, mais c'est quand même la réalité, on a la même politique de prix. Donc, prenons les croquettes crevettes ou les anguilles au vert ou le homard, c'est le même prix chez Léon qu'aux Armes de Bruxelles, c'est le même prix. La seule différence, c'est que si on veut manger chez Léon pas cher, c'est possible. Aux Armes de Bruxelles, c'est plus compliqué. Et le ticket moyen se situe, aux Armes de Bruxelles, le ticket moyen se situe aux alentours de 50 euros, et chez Léon, il est à 25. Alors, je dis bien le ticket moyen. Hein, donc, pour avoir un ticket moyen à 50 euros aux Armes de Bruxelles, on peut manger un lunch à 20 euros, à 22 euros. On peut manger pour 20, 25 euros si on prend un verre de vin à 20, 25, 30 euros. Et puis, mais les vins sont un peu plus chers. On a plus envie de prendre une entrée ou prendre un dessert. Ou voilà. Donc, l'addition monte. Je dirais que l'addition monte naturellement. Chez Léon, c'est plus du stoum saucisse avec une carafe d'eau et puis les menus enfants sont gratuits, donc on vient avec les enfants. C'est un restaurant, encore une fois, plus populaire. Votre plat préféré à vous, ça ne doit pas être spécialement un plat qui se trouve dans le menu, c'est un plat que vous pourriez manger 3-4 fois par semaine, c'est quoi? 3-4 fois par semaine, non, il n'y a aucun plat que je pourrais manger 3-4 fois par semaine. J'aime bien le filet américain chez Léon parce qu'il est préparé en salle. Et encore, ça dépend qui le prépare. Moi, j'aime bien quand c'est Aurélie, parce qu'on fait du filet américain vraiment, je dirais, individuel. C'est au moment même quand le client le demande, la façon de l'assaisonner, des choses comme ça. Il y a beaucoup de restaurants où il est fait à l'avance. En face, j'aime bien la salade de langue d'agneau et les croquettes de volaille, qui sont vraiment une tuerie, comme dirait mon fils. Les croquettes de volaille, il n'y en a pas chez Léon, il y en a qu'aux Armes de Bruxelles. Vous mettez l'accent sur les produits locaux, par exemple, est-ce qu'il y a de la bière locale? Quand vous achetez vos légumes et vos viandes, c'est des viandes, vous faites attention à ce que ça vienne de Belgique ou éventuellement de producteurs qui sont de la région bruxelloise ou peut-être un peu en dehors ou pas? Ah oui, tout à fait, oui, entièrement. Hein. D'ailleurs, là, alors au niveau de la bière, c'est pas compliqué, on fait notre bière. Donc c'est la brasserie Saint-Felien donc qui brasse on a des brassins. D'un côté, on a de la bière Léon, qui existe depuis 20 ou 25 ans, et on a créé une bière Veulmans, du nom de la famille des fondateurs. Donc toujours dans cette volonté de garder les racines, de garder l'histoire. C'est pas la famille Van Linker qui a créé les Armes de Bruxelles, non, c'est la famille Veulmans. On doit respecter ça, c'est ce qui fait partie de la tradition. Donc pour répondre à votre question, on a de la bière faite maison, et tous les autres produits, c'est bien entendu des produits belges. Que ce soit au niveau de l'eau, on ne met pas de la San Pellegrino dans un restaurant belge. S'il y avait du coca belge, je prendrais du coca belge, mais voilà. Donc on a des producteurs et je travaille avec des petits, non pas des petits et des gros, mais je pense à mon poissonnier par exemple ou à mon légumier, Joël. Quand j'avais 6-7 ans et que je faisais le marché avec papa pour venir au restaurant, c'était déjà Joël qui livrait les légumes dans les deux restaurants. Donc oui, on privilégie des produits belges, oui, c'est certain. Il faut aussi s'adapter quand on tient un restaurant aux habitudes alimentaires qui changent des Belges. Vous avez des plats végétariens, par exemple, dans votre restaurant, ce qui ne devait pas exister du temps quand le restaurant a été créé. C'est quelque chose aussi que vous faites attention quand vous créez le menu ? Oui, ça fait partie des évolutions. Hein. Vous avez tout à fait raison de le dire. Les plats végétariens, par exemple, sont devenus aujourd'hui incontournables. Peut-être que dans 5 ou 10 ans, ce sera du vegan et on doit être beaucoup plus vigilant aujourd'hui aux allergènes, par exemple. Donc on est obligé, la loi nous oblige à avoir un catalogue très détaillé de chacun des plats avec tous les détails au niveau des allergies. Donc oui, on s'adapte, mais il n'y a pas des plats
Il n'y a pas des plats qui apparaissent et qui disparaissent de la circulation comme ça par l'opération du Saint-Esprit. C'est vrai qu'il y a, avant la crise de la vache folle, qui remonte maintenant quand même à, je ne sais pas combien, 15 ans, 20 ans, ça remonte plein, on vendait beaucoup plus de cervelles, de chouzels, des choses comme ça. Ça, on ne vend plus. Ça, on ne vend plus. Donc là, il y a eu un réel... mais encore une fois, tous les grands standards de la cuisine belge, c'est intemporel. C'est intemporel. Et cette cuisine belge, elle se classe comment par rapport à la cuisine de nos voisins français, espagnols, italiens? Est-ce que on est la meilleure cuisine d'Europe ou bien est-ce que ça reste quand même la cuisine française qui est la meilleure de tout? Mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous quand vous dites que la cuisine française est la meilleure de tout. Moi, je ne sais pas si j'aime rouler avec telle voiture allemande ou telle voiture allemande ou telle voiture allemande. Je pense à trois marques que je ne vais pas citer, mais vous les connaissez aussi bien que moi. Est-ce qu'il y en a une meilleure que l'autre? Non. Je pense que la cuisine belge a sa propre identité, la cuisine française a la sienne, mais moi je connais des restaurants japonais à tomber par terre. La cuisine italienne est pour moi une des meilleures du monde, mais quand on est en Italie, à Rome ou à Venise, quand on est à Bruxelles, on mange autre chose. Je pourrais vous citer des restaurants argentins. Je pense pas qu'il y a une cuisine meilleure qu'une autre. Il y a des cuisines différentes. Alors après ça, il y a des bons et des mauvais restaurants belges, mais il y a des bons et des mauvais restaurants français aussi, hein, et japonais aussi. Mais dire que la meilleure cuisine du monde est française, je m'excuse, mais c'est un cliché. Et du côté des cuisiniers, des chefs, est-ce que les chefs, on entend souvent dire que les chefs français sont meilleurs? Vous n'êtes pas non plus d'accord avec ça, je suppose? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Moi, un des grands moments de ma vie, c'est aller place Jourdan et manger un paquet de frites avec une bière sur une terrasse. Je pense que les Français sont arrivés au niveau marketing à amener la cuisine à un niveau quasiment inégalé. Pourquoi? Parce qu'ils ont des figures emblématiques comme Bocuse et comme plein d'autres. Donc c'est devenu vraiment un patrimoine national. On ne connaît pas, en tout cas le public, le grand public ne connaît pas un Paul Bocuse italien ou un Paul Bocuse japonais, ou pourtant ils doivent exister. Mais et quand je dis Paul Bocuse, il y en a plein d'autres maintenant, hein, que ce soit Georges Blanc, que ce soit il y en a une liste longue comme mon bras. Mais les Français sont arrivés à vendre leur cuisine au niveau international, ce que les autres pays ne font pas. Et par rapport à la restauration rapide, quand on se promène dans le quartier, il y a beaucoup de restauration rapide. Comment vous faites, que ce soit chez Léon ou aux Armes de Bruxelles, pour tirer votre épingle du jeu? Mais encore une fois, moi je pense que la restauration rapide fait partie de l'échantillonnage, de l'offre que le client doit avoir. Moi je vous avoue que quand je suis avec mes petits-enfants, il m'arrive assez régulièrement d'aller au Quick. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, j'ai envie d'un Quick. J'ai pas toujours envie d'aller manger dans un restaurant étoilé. Et puis c'est pas le même ticket moyen non plus. Et puis voilà. Donc je pense qu'il y a de la place, pour tout le monde, pour la restauration rapide, la restauration traditionnelle et la restauration étoilée. Et ça peut être le même individu. J'en suis personnellement un bel exemple. Allez, une dernière question. Vos projets, parce que vous venez de reprendre un restaurant, vous avez encore d'autres restaurants en vue, d'autres projets ou d'autres choses peut-être dont vous avez envie de parler? Oui, j'ai un restaurant en vue, mais je vous dirai pas lequel. Par contre, vous serez peut-être le premier informé si vous me laissez vos coordonnées. Mais c'est-à-dire que ce que je voudrais aussi, c'est essayer d'avoir une tête de pont en Asie. Je suis passionné par la Chine et par le Japon. Et avant le Covid, on était en passe de concrétiser quelque chose là-bas. Et je crois vraiment que le 21e siècle, je crois vraiment que l'avenir se situe là-bas. Bon, je suis bien en Europe, je suis bien à Bruxelles, loin de là. Mais voilà, j'ai aujourd'hui l'âge que j'ai. Mon fils reprend les affaires. Et en fait, c'est une entreprise familiale. Donc, j'ai envie moi maintenant de m'occuper d'autres choses et d'aller voyager sous d'autres cieux et faire d'autres choses.
Merci à vous, Monsieur Rudy Van Lancker, d'avoir bien répondu à mes questions. Alors, si jamais vous avez envie peut-être d'aller déguster un plat dans ce restaurant, sachez qu'il se situe à Bruxelles, 13 rue des Bouchers. C'est pas loin de la gare centrale, donc c'est le métro gare centrale et c'est aussi la gare des trains. Alors, quand vous sortez de la gare, vous descendez vers la Grand Place, vous prenez la galerie de la Reine et vous tournez à gauche et vous y êtes. Alors, si vous voulez savoir le menu, si vous voulez connaître les conditions pour réserver une table, eh bien vous allez sur leur site www.ausarmesdebruxelles.com. Avant de vous lâcher l'oreille, vous qui nous écoutez, j'ai 2-3 petites choses à vous demander comme d'habitude. Si vous avez aimé ce podcast, eh bien n'hésitez pas à le liker et aussi bien sûr à le partager auprès de vos amis sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, enfin bref, de tous vos réseaux sociaux préférés. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, ce qui vous permettra d'être tenu au courant de la publication du prochain podcast. Vous pouvez bien sûr faire un commentaire. D'avance, je vous dis merci, que la force soit avec vous et avec tous les autres, et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.